J'ai perdu mes parents, des amis, j'ai perdu des êtres chers. J'ai vécu des moments très difficiles. Le principe d'un jeune, c'est de se sentir aimé. Et il y en a qui veulent attirer l'attention en se créant des problèmes autour de la santé mentale. Alors des angoisses, oui, j'en ai eu. J'ai eu des moments où je n'ai pas dormi la nuit. J'ai trouvé la ressource en moi pour aller au combat. Je lui ai dit, ce n'est pas très compliqué, si vous me choisissez, il faut que notre groupe devienne mondial. Les gens ont énormément de mal à se faire une opinion, qu'ils sont manipulés, alors on parle des réseaux sociaux. Et là on imagine quoi? Que l'entreprise est fichue? Elle est fichue. Dans l'esprit des gens, je vois l'ampleur des dégâts, je me dis il faut absolument que je sorte les fichiers avant que l'immeuble soit condamné. Et je sors les fichiers par la fenêtre. Monsieur Maurice Lévy, bonjour à vous. Bonjour. Merci, vous me faites le plaisir de venir sur le plateau d'On parle de tout. Alors, c'est un plaisir pour moi, merci de m'inviter. Vous êtes le président d'honneur de Publicis, 3e groupe publicitaire mondial. Aujourd'hui, vous avez une magnifique carrière, je sais que vous êtes très humble. Beaucoup d'humour aussi, on m'a dit. Non, il ne faut pas croire ça. On reste sérieux? Ça va être sérieux au point d'être presque... Ok, je me remets droit alors, on est bon. Donc il vaut mieux que tout le monde soit prévenu. C'est parfait. On va parler d'une thématique qui est la cause nationale quand même 2025, une thématique qui me tient beaucoup à cœur. J'en ai fait la thématique du média. On va parler de santé mentale et principalement de la santé mentale au travail. Alors, moi j'ai fait une courte description de vous, mais on a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Beaucoup la tranche d'âge 15-30 ans. Comment vous vous présenteriez pour la jeune génération? Oh là, je ne sais pas trop. Bon, j'ai fait toute ma carrière à Publicis. C'est déjà en soi quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai été dans plusieurs rôles, dans plusieurs dimensions, au sein de la même entreprise. Et puis j'ai eu surtout la chance de développer un groupe en partant d'un petit joyau qui était absolument magnifique et de le faire rayonner à l'échelle mondiale. Je peux raconter des tas de choses sur tout ce que j'ai eu la chance de faire, mais s'il y a quelque chose que je pourrais dire, c'est que, curieusement, l'aventure, elle est autant au coin de la rue qu'aux quatre coins du monde. On peut, dans sa petite boutique, vivre une formidable aventure, sans avoir besoin de sortir de France, mais tout comme on peut, de manière tout aussi extraordinaire et tout aussi excitante, construire des choses fabuleuses en allant aux quatre coins du monde. Donc, en fait, ce qu'il y a, si j'avais une chose à dire, c'est que ce qui a été formidable dans toute ma carrière, c'est que j'ai changé tout le temps sans changer. Intéressant, on va creuser ça de toute façon. On parle beaucoup du mot leader, là on va parler de santé mentale, mais également de leadership. Et le mot leader, c'est vrai qu'il revient à toutes les sauces. Moi aujourd'hui, j'ai 29 ans, je suis encore jeune, en tout cas dans la tête. Quand on parle de leader, je vois Cristiano Ronaldo. Je vois un footballeur qui lead toute son équipe. Mais pour vous, ça serait quoi la définition du leadership? Le leadership, c'est très simple. D'abord, un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui conduit et donc qui entraîne. À partir de là, il faut qu'il obtienne le respect et l'adhésion de ceux qu'il va conduire. Et pour cela, il faut qu'il soit lui-même exemplaire. Donc, un leader, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui fait bien son job de manière tellement exemplaire que les gens qu'il est censé entraîner ont envie de le suivre. Il faut aussi qu'il ait la capacité d'entraîner, qu'il soit, alors, pas tellement sympa. Bien sûr, il y a des leaders sympas, et c'est tant mieux. Mais sympa, c'est en plus. Qu'ils soient surtout capables de les emmener quelque part, et qu'ils aient confiance dans sa capacité à les emmener à cet endroit magique qui est le succès. Et cette compétence d'emmener les autres vers le haut, on la développe ou alors elle est innée? Est-ce que c'est une compétence? Je ne sais pas. C'est une qualité. Ce n'est pas vraiment une compétence. Et il y a une part qui est nécessairement innée, parce que ce qu'on appelle le charisme ou des choses qui ressemblent à ça, et il y a ce que l'on développe
Et on le développe comment? On le développe au contact des autres. Et à partir de là, on crée les conditions pour obtenir la confiance des autres qui disent, bon, il n'est pas si con que ça, il sait où il va, il sait comment y aller, il a une stratégie, et il connaît les éléments tactiques qui permettent d'y arriver. Donc, c'est un peu ça. Et ça s'acquiert. Ça s'acquiert. Ce qui ne s'acquiert pas, ce sont les qualités personnelles, le comportement. Si vous êtes un introverti, c'est très difficile. Vous pouvez être un leader introverti. Okay. Ça existe. Il y a des leaders qui savent conduire des troupes importantes en disant très peu de mots et en ayant peu de discours, peu de charisme, mais ils ont une force intérieure qui est tellement grande que les gens ont envie de les suivre pour ça. Vous auriez un exemple en tête de quelqu'un qui est plutôt introverti ou il paraît pas leader, mais au final c'est un grand leader? Bah, il y a énormément de scientifiques, et j'en connais beaucoup, qui n'aiment pas communiquer, qui n'ont pas envie de partager, et qui, juste avec quelques mots, ils entraînent leurs équipes de chercheurs. C'est quelque chose qui est connu. Il y a des gens qui étaient bègues et qui étaient capables d'entraîner un monde considérable. Il y a quelqu'un comme Einstein qui n'était pas un grand bavard. C'est vrai, ouais. Donc, des leaders qui ne sont pas charismatiques ou dont le charisme n'est pas dans la parole et la capacité de moduler la voix pour s'en servir comme d'un instrument qui va entraîner les gens, c'est quelque chose qui existe. Bah, c'est génial qu'on ait défini un peu le mot leadership et leader, parce qu'après on va attaquer le côté santé mentale, et moi j'aimerais prouver à tout le monde qu'un leader peut être affecté par la santé mentale. Et juste avant ça, bon, moi j'ai fondé le média On Parle de Tout il y a maintenant 3 ans et demi, j'ai connu pas mal d'échecs, j'ai pleuré pas mal de fois, j'ai galéré niveau argent plus d'une fois, et j'ai subi pas mal de défaites, j'ai envie de dire. Aujourd'hui je suis content, monsieur Lévy, parce qu'il y a plein de petites victoires qui s'accumulent, et moi j'ai mon point de vue, j'aimerais demander le vôtre. Est-ce que dans la vie, on apprend plus à travers les échecs ou à travers les victoires, selon vous? Dans mon cas particulier, parce que je ne peux pas parler dans la vie pour tout le monde, j'ai connu, comme vous, beaucoup d'échecs, ou quelques échecs. Je ne sais pas si c'est beaucoup, si c'est suffisant. Il se trouve que les succès étaient très largement supérieurs aux échecs, heureusement. Et je crois qu'on apprend toujours beaucoup plus des échecs que des succès. Quand il y a un succès, on ne sait jamais exactement pourquoi on a eu cette chance de réussir, de gagner, d'obtenir quelque chose. Alors on pense qu'il y a bien sûr le travail, il y a bien sûr un certain nombre de choses, mais on ne sait pas trop. Quand il y a un échec, on veut absolument tout comprendre. On le dissèque. Et on n'est pas entraîné par cette espèce d'euphorie qui fait que finalement on accorde des poids différents à tel ou tel élément. Donc je trouve que l'échec présente l'avantage. C'est jamais bien d'avoir un échec. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. J'ai connu des échecs violents, des échecs qui m'ont fait mal. On veut savoir. Et je vais très bien. Et en plus, derrière ces échecs, j'ai connu des succès encore beaucoup plus grands. Donc les échecs, ça permet d'abord de se renforcer, ensuite d'éviter d'avoir la grosse tête. Ouais. Parce que le danger, quand on a des succès qui s'additionnent les uns aux autres, qui se succèdent, on a l'impression qu'on est intouchable. Ça y est, on a tout gagné.
Je vais vous raconter une anecdote. C'était un peu après l'incendie. Je suis nommé directeur général adjoint de Publicis et je commence à reconstruire et je vais à la pêche aux clients. Et je gagne. Et une fois, et deux fois, et trois fois, et avec la même équipe. Et on a un parcours absolument extraordinaire à telle enseigne qu'on a eu, je ne veux plus dire de bêtises, entre 23 ou 24 victoires consécutives. Ouais. J'imagine bien. Et on commençait à être un peu systématique dans notre approche. Et pas. On a chuté. On a chuté. Pourquoi ? Parce que justement, on était systématique dans notre approche. Ouais. Alors qu'on était tellement authentique au début, tout d'un coup, c'était un peu l'esprit de système. Et il manquait cette authenticité, on l'a vite compris. Et on s'est rendu compte, on s'est dit, là, on a véritablement déconné. Et on a compris que chaque chose se mérite. Et qu'il faut se battre pour gagner chaque chose. Hyper intéressant, Monsieur Lévy, parce qu'on voit qu'en fait la réussite, elle ne se fait pas en 1 mois, elle ne se fait pas en 2 mois. Est-ce que pour avoir une idée un peu de l'âge, à quel âge vous avez été nommé directeur adjoint ? Alors, mon histoire est très amusante parce que je suis rentré dans une première agence qui était Synergie, qui était à l'époque la 3e de France, en 1966. Ok. J'avais 24 ans. D'accord. J'avais 24 ans et en 1971, je suis invité par le président pour une conversation et au milieu de la conversation, il me dit nous avons décidé de vous nommer directeur général. J'avais votre âge, 29 ans. L'agence faisait 350 personnes. Et au lieu de dire « Merci patron, c'est très gentil, c'est combien l'augmentation ?» je lui dis « Pourquoi moi ?» Elle me dit « Parce qu'on pense que vous êtes le meilleur. » Et je m'entends lui répondre « Si je suis le meilleur à 29 ans, je ne suis pas dans la bonne agence. » Et j'ai démissionné. What ? Mais pourquoi ? Et c'est comme ça que je suis entré à Publicis. D'accord, c'est l'enchaînement, d'accord. Et je suis entré à Publicis par hasard d'ailleurs, parce que dans la même semaine, j'ai reçu un appel, personne ne savait que je partais, et je n'avais même pas écrit encore ma lettre, et j'ai démissionné. Mais pourquoi ? Ce n'est pas que je ne me sentais pas prêt, c'est que je pensais que si j'étais dans cette position de direction générale si jeune, j'allais cesser d'apprendre, ce qui était une grande erreur de calcul, parce qu'on apprend à tout âge, on apprend dans toutes les positions. Et en 1973, Marcel Bestin-Blanchet, le fondateur de Publicis, donc 2 ans après que je l'ai rejoint, et 1 an après l'incendie, me dit « Maurice, je vais vous nommer directeur général ». Je lui dis « Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je sais que vous ne voulez pas me nommer directeur général. Vous voulez que je règle les problèmes qui sont post-incendie. Je vais les régler. Après, vous verrez si vous me nommez ou pas. » Et puis, quelques mois après, il m'a nommé directeur général adjoint, puis directeur général. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est un enchaînement. Il n'y a pas d'âge. On peut être président... on crée sa boîte et on est président de la boîte à 18 ans, si on a envie. Le problème, c'est de savoir ce qu'on a envie de faire et de se donner tous les moyens de réussir ce qu'on a envie de faire. C'était génial qu'on parle d'âge parce que les jeunes aujourd'hui, on se met une pression incroyable sur la réussite. Aujourd'hui, on voit tous les influenceurs qui sont connus à 24, 25 ans. Et on se dit, si à 30 ans, on n'a pas la Rolex, comme on dit, on a raté sa vie. Donc c'est génial un peu d'en parler et de démocratiser ça. Monsieur Lévy, moi j'ai envie qu'on... C'est Racine qui disait aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Ouais, j'allais trop loin pour moi, là je ne sais plus. Monsieur Lévy, moi j'ai envie de parler de ma thématique préférée, la santé mentale.
On a parlé un peu de votre carrière, on n'a pas vu toutes vos réussites. Aujourd'hui, il y a tellement de jeunes qui sont anxieux, il y a tellement de jeunes qui souffrent de dépression, etc. On pourra en faire des stats incroyables. J'ai envie de vous demander, vous, c'est quoi la période de votre vie ou le moment où vous avez demandé une aide psychologique? Vous vous êtes dit, là j'ai besoin d'aide. Et de cette façon-là, j'ai besoin d'aide, jamais. 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 Mais j'ai eu la chance d'avoir des échanges en permanence. D'accord. Mais je n'ai jamais eu l'impression qu'il fallait que j'ai quelqu'un qui m'aide, m'allonge sur un canapé, un divan, et que je raconte ma vie, mes souffrances, mais jamais. Jamais de psychologue, jamais de psychiatre? Jamais. Jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai pas fait d'analyse et je ne suis jamais allé chez un psy. Alors, il y avait quelqu'un qui m'avait expliqué que c'était pas mauvais de faire de l'auto-analyse. Alors, n'exagérons rien, je ne crois pas en avoir fait, je ne crois pas avoir été assez bon là-dessus, mais ce qu'il me disait, et ça c'était un monsieur que j'aimais beaucoup et avec qui je jouais aux échecs, il dit, mais quand tu as un problème, écris-le. Et quand tu l'auras écrit, essaye de le résoudre. Ou il y a une solution, et c'est un problème, comme disait Einstein, ou il n'y a pas de solution, et ce n'est pas un problème. Parce que moi, quand vous me racontez ça, je viens de me dire, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui mène sa carrière et qui va, on va dire, avoir un burn-out, une dépression ou beaucoup d'anxiété en plein milieu de sa carrière, et vous qui n'avez jamais eu besoin de voir un psy? Écoutez, je ne sais pas, j'ai jamais eu besoin de voir un psy, je ne me suis jamais senti déprimé. J'ai eu des moments d'anxiété, j'ai eu des moments où j'étais très angoissé par une réunion avec un client, ou par un défi, ou par un investissement que j'allais faire, ou un risque que j'allais prendre, ou une rencontre un peu majestueuse que j'allais avoir, et tout ceci à la fois m'inquiétait, m'angoissait, et en même temps m'excitait. Je n'ai jamais eu d'arrogance et jamais eu de certitude absolue. Je suis plutôt quelqu'un qui doute. Et j'aime beaucoup les gens qui doutent, parce que je me dis que les gens qui doutent sont des gens qui s'interrogent et qui n'ont pas les certitudes et l'arrogance de ceux qui savent tout. Et j'aime les gens qui cherchent à apprendre et à savoir toujours et à apprendre des situations. Mais le fait est que même dans l'adversité, même dans les moments où j'ai connu des échecs, je n'ai pas connu de déprime, je n'ai pas connu de dépression. Chaque fois qu'il y a une adversité, une difficulté, un échec, mais comme disent les Américains, double down. J'en remets, et je n'accepte pas, et je me bats. Alors, est-ce que c'est une caractéristique de ma personnalité? J'en sais rien. Est-ce que ça s'acquiert? Je n'en sais rien. Je sais que je me suis toujours battu et que je n'ai jamais accepté l'échec et de me complaire dans l'échec. L'échec, c'est quelque chose que l'on peut vivre. Et il n'y a aucun problème, on peut avoir des échecs dans sa vie privée, on peut avoir des échecs dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale. Il y a beaucoup de raisons pour avoir des échecs. Ce qui, à mes yeux, est intéressant dans l'échec, c'est qu'on peut apprendre, et à partir du moment où on a appris, on peut surmonter l'échec. Et l'échec, c'est une raison d'apprendre davantage. C'est bien qu'on parle de l'échec qui est également très tabou et qui est totalement relié à la santé mentale. Moi, j'ai compris que vous n'aviez pas vu de psychologue, que vous n'aviez pas ressenti
une grosse période d'anxiété, mais quand même des petits moments d'anxiété, moi j'adore dire aux jeunes que le premier médicament, c'est la parole. Que, ok, t'es pas obligé d'aller voir un psy, t'es pas obligé d'aller prendre des antidépresseurs si t'es en dépression, mais parle-en à un de tes proches, c'est la première étape. Est-ce que vous, il y a une personne qui a compté pour vous, où vous pouviez tout dire? Mais et c'est peut-être le conseil que m'a donné ce monsieur avec qui je joue aux échecs, qui m'a rendu ce service, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser la parole, j'utilisais l'écrit. Et que ça revenait à déverser les choses. Mais, alors, je veux vous paraître d'une autre époque et peut-être un peu rétrograde, mais je crois que dans l'époque que nous vivons, qui offre énormément d'avantages, de possibilités en tout genre, on se complaît un peu trop facilement dans la contemplation de soi, de ses états d'âme, et que de ce fait, on a presque tendance à s'inventer des mots, et on a presque tendance à être un peu des hypocondriaques de la santé mentale. Moi, j'ai l'impression, je suis désolé, je ne devrais pas dire une chose pareille. Dites-le. Je sais que c'est pas bien de dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de complaisance aujourd'hui dans le comportement de certains. Bon, je suis pas bien, ce matin je suis pas bien, mais je t'en foutrais, on se lève. Et on y va. Alors je sais que ce n'est pas le cas pour tous, je sais qu'il y a des cas où il y a de vraies pathologies, et je le reconnais, et ça, il faut les soigner. Mais dans beaucoup de cas, c'est une espèce de forme de nonchalance par rapport aux problèmes, et on n'ose pas les aborder. Tout d'un coup, les problèmes sont un peu accumulés, et là on se dit « Ah, c'est énorme, je ne peux pas », etc. Moi, je suis totalement d'accord. Pardon, je me suis laissé aller, j'aurais pas dû dire ça, mais c'est comme ça. Alors, si, moi je partage votre point de vue où il y a deux catégories de jeunes, si on prend les jeunes comme exemple, les jeunes qui vont vraiment mal, qui ont des troubles anxieux, qui souffrent et qui restent dans le silence ou qui en parlent, et malheureusement et heureusement, la santé mentale devient la mode. Et le principe d'un jeune, c'est de se sentir aimé, c'est le besoin pur. Et il y en a qui veulent attirer l'attention en se créant des problèmes autour de la santé mentale. Alors, le mal-être est quelque chose qui a toujours existé. Et on peut regarder ce qui était écrit sur une époque, mais 68 ou avant, il y avait toujours le mal-être de l'adolescence, le mal-être de... Et j'ai l'impression, et je peux me tromper, mais j'ai l'impression que on se complaît un peu dans ce mal-être, alors qu'on peut trouver les solutions en soi. Et alors, peut-être que j'ai tort et que je vais être critiqué pour les positions que je prends, mais je dis ce que je pense. Je pense qu'une partie du mal-être et qu'il y a des gens qui souffrent vraiment, et ceux-là, ils ont besoin de toute notre aide, qu'on les soutienne. Et il y a des gens qui se laissent un peu aller, et soit pour attirer l'attention, je ne suis pas bien, soit tout simplement parce qu'ils ont la flemme, je ne suis pas bien, je ne veux pas me lever, soit parce qu'ils n'ont pas de courage, soit tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie. Et qui s'installent dans une espèce de messe qui ensuite prend le dessus. Et ça, c'est quand même le danger, parce que à force de s'installer dans une situation où on a l'impression de la santé mentale, etc., on finit par vraiment devenir comme les hypocondriaques, finissent par être malades. Moi, je préfère que vous ayez un avis assez cash comme ça, parce que la santé mentale, maintenant, c'est un mot fourre-tout. Et oui, il ne faut pas justement confondre les vraies maladies mentales, la dépression, l'hyperpolaire, bref, plein de termes,
avec un petit mal-être ou une petite déprime, comme vous dites, où on pourrait se plaindre. Donc oui, c'est bien de différencier, de ne pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais de dire, aujourd'hui, il ne faut pas se plaindre pour rien. Oui, et puis j'ai l'impression aussi que un des problèmes que nous avons dans notre société, c'est la fausse communication. C'est-à-dire... Alors, je m'explique. Dans les sociétés primitives, celles d'avant Facebook, les sociétés avant les réseaux sociaux, la relation sociale, c'était on se téléphone, on se voit, on se fait une bouffe, on se fait une toile, et on part, bande de copains, on va s'acheter un hot dog ou n'importe quoi, on va se faire une toile, cinéma, on marche dans la rue, on remonte les champs, on passe du temps à Saint-Germain à boire un café assis sur une table, etc. Et on rigole entre copains, on déconne un peu, et puis voilà, on s'est vu, on a échangé, et on a vécu quelque chose. Depuis l'ère Facebook, les copains, c'est virtuel, ils sont lointains, c'est des faux amis, où on les compte, et puis on additionne le compteur, et on croit qu'on a des amis, tout simplement parce qu'on a échangé, et on a perdu de vue les vrais amis, et on a perdu de vue les vraies relations sociales, et on a perdu de vue le fait qu'on peut tout simplement passer du temps à flâner, à marcher, à une bande de copains, à aller au cinéma en bande, etc. Et tout ceci existe de moins en moins, et de moins en moins de communion, de moins en moins de sorties ensemble, et je crois qu'on compense cela par des échanges qui n'en sont pas. On se fabrique des personnages parce qu'on écrit, et on raconte, ou on filme, et on poste, et on s'est fabriqué une personnalité, et on n'a pas cet échange authentique et réel dans un univers social que l'on maîtrise et que l'on connaît. Ouais. Et on est moins soi-même, que l'on peut être dans un groupe que l'on connaît, avec lequel on a grandi ou avec lequel on a échangé. Et de ce fait, notre propre moi est un petit peu différent du soi ou du moi qu'on exporte sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a ces dédoublements de la personnalité qui peuvent effectivement conduire à des petits problèmes, d'autant plus que la société a mis en place des règles de plus en plus dures dans la relation sociale qui font qu'aujourd'hui, plus personne n'ose déconner, n'ose plaisanter. Je dis, est-ce que je suis politiquement correct, pas politiquement correct, est-ce que je suis woke ou conservateur? On va tout de suite me classer. Et donc, il y a une espèce de difficulté à être. Et c'est cette difficulté à être qui conduit au mal-être et qui laisse supposer qu'on a un problème de santé mentale. Alors, on a peut-être un problème de santé mentale, mais je ne pense pas qu'on ait des problèmes qui nécessitent une aide médicale. Je pense qu'elle nécessite un échange. Il suffit qu'on retrouve un peu la civilisation de la parlotte. Et on a oublié la civilisation de la parlotte. On ne dit plus bonjour, on ne s'arrête pas, il n'y a pas de brève de comptoir comme il y avait avant, même les comptoirs n'existent quasiment plus. Quand on va dans certains bars-restaurants, le bar, il sert à desservir. Non mais c'est totalement vrai, il nous manque encore ces rencontres physiques qui étaient vraiment primordiales à l'époque. C'est possible que ce soit un peu ça. Mais je n'en sais rien. Je veux dire, je ne suis pas médecin, je suis juste un observateur de la société. Monsieur Lévy, c'est génial que vous ayez mis en valeur que les rencontres physiques peuvent changer une vie et surtout que ça joue beaucoup sur la santé mentale. Est-ce que pour introduire la prochaine question, je peux vous raconter une petite anecdote? Mais oui, allez-y. En gros, il y a 1 an, j'étais en plein milieu de mon entreprise, ça faisait 1 an et demi que ma boîte était créée,
on fait une émission sur le handicap. Donc on réunit 4 jeunes des réseaux qui viennent parler de leur handicap. Il y a un jeune homme, Skuna, donc qui est en fauteuil roulant, qui a une maladie très rare en France, ils sont que 4 à l'avoir, totalement handicapé et totalement paralysé, sauf les bras et la tête. Donc on monte le fauteuil roulant, il a beaucoup d'humour, on rigole avec lui. Et avant le tournage, on le maquille, et je lui dis, mais alors concrètement, ils disent quoi les médecins? Il me dit, oh les médecins, ils ont dit que j'allais claquer dans 4 ans. J'ai dit, bah, pardon, tu vas décéder dans 4 ans? Ah oui, au maximum, il me reste 3-4 ans max. J'ai fait, mais par rapport à ça, comment tu te sens? C'est quoi ton état d'esprit? Il me fait, bah c'est cool, il me reste encore 4 ans pour, excusez-moi du terme, il me reste encore 4 ans pour tout niquer, pour tout exploser. Et alors moi, j'ai rencontré des personnes assez reconnues. Moi, c'est cette rencontre-là qui m'a plus marqué qu'autre chose. Et d'où la prochaine question. Vous, je sais que vous avez rencontré Mark Zuckerberg, Monsieur Macron, Elon Musk, Bernard Arnault, Serena Williams. Moi, je joue au tennis depuis 20 ans bientôt. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a marqué plus qu'une autre? Ou en tout cas une phrase ou une anecdote? Ah, il y a beaucoup de rencontres qui m'ont énormément marqué. D'abord, celle de Marcel Besson-Blanchet, le fondateur de Publicis, qui m'a marqué énormément par son histoire, par ce qu'il a vécu, par son génie, par sa philosophie de vie. C'était un personnage avec lequel j'ai noué une relation assez extraordinaire et je lui suis extrêmement reconnaissant de tout ce qu'il m'a appris. Il y a mon grand-père, qui a été un homme magique pour moi, et avec qui j'échangeais régulièrement, et je buvais ses paroles, et c'était quelque chose il m'a enseigné énormément de choses. J'ai parlé tout à l'heure du monsieur avec lequel je joue aux échecs, qui est un personnage formidable, un monsieur tout le monde. Il se trouve que c'était un très grand joueur d'échecs et qu'il avait passé sa vie à observer les gens, les choses, au travers justement du jeu d'échecs, et qu'il avait acquis une philosophie formidable. Et puis j'ai rencontré des géants. Alors vous avez cité quelques géants que j'ai rencontrés. Pour moi, ils ne sont pas dans la catégorie des géants. Je vais vous donner 2 noms qui m'ont marqué plus que tout dans ma vie. Le premier, c'est Elie Wiesel, et qui était un ami très cher et avec lequel j'ai eu un parcours d'amitié extrêmement long. Et ce personnage m'a beaucoup marqué et avec lequel j'échangeais régulièrement. On peut dire quel était son métier pour les jeunes qui nous regardent? Elie Wiesel, pour ceux qui ne le savent pas, est un rescapé de la Shoah. Il a été à Auschwitz, enfant, et il s'en est sorti difficilement, mais il s'en est sorti. Et il a écrit le premier livre qui a véritablement marqué tous les esprits et qui a raconté ce qu'était l'état d'esprit et la vie des gens à Auschwitz la nuit. Et il a ensuite écrit d'autres livres, prix Nobel de la paix, et un personnage absolument magnifique et avec des écrits sublimes. Donc voilà un personnage avec lequel j'avais des liens d'amitié très forts. Et à peu près à la même époque, c'était dans les années 70 que notre relation s'est nouée. Elle s'est développée au fil des ans pour devenir une amitié très forte. Et à peu près à la même époque, j'ai rencontré un autre personnage qui s'appelle Shimon Peres et qui est devenu, à l'époque, il était déjà ministre, oui. Il était ministre des Affaires étrangères d'Israël, et puis plus tard, il a été Premier ministre, président, etc. Et nous avons eu un parcours
d'amitié entrecoupées, parce que les affaires de l'État font que vous ne pouvez pas fréquenter les gens de la même façon. Et il a créé une fondation qui est le Centre Pérez pour la paix, Pérez Center for Peace, auquel il a ajouté And Innovation plus tard. Et il a été un mentor pour moi et un homme d'une extraordinaire humanité. Et c'était passionnant d'échanger avec lui. Et très régulièrement, on se voyait et on parlait. Tout comme avec Élie, on parlait. Et c'est extraordinaire d'avoir rencontré ces gens-là. C'est vrai que c'est d'une toute autre nature que les rencontres que j'ai pu faire. On aurait pu ajouter Bill Clinton dans les rencontres ou d'autres personnages, ou Nicolas Sarkozy, ou d'autres avec qui j'ai eu des liens, j'ai des liens d'amitié. Mais c'est pour moi les deux géants que j'ai rencontrés dans ma vie, et vraiment géants, c'est Elie Wiesel et Shimon Peres. Et on a bien compris que vous n'avez pas rencontré ces deux personnages sur Instagram, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, et dans de vrais échanges, et avec des discussions à n'en plus finir, et avec aussi à les écouter, parce que ce sont des gens qui ont tellement de choses à raconter. Je veux dire, il faut savoir écouter. Bien sûr. Et écouter les autres, parfois, vous enrichit davantage que de parler. Monsieur Lévy, on va faire une petite pause au niveau des questions reliées à la carrière, ou en tout cas au leadership, ou même à vos rencontres. Là, j'aimerais m'intéresser l'espace de 2 minutes à votre santé mentale à vous. Alors, j'ai compris qu'il n'y a pas eu de psychologue, il y a eu beaucoup de victoires. Je suis désolé, hein, mais je veux dire, je ne suis pas un bon client pour les médecins. Si, parce que justement, on peut parler de l'effet de mode de santé mentale qui, comme vous l'avez dit, peut être dangereux. Et le petit jeu est simple. Je vous montre une image. Il y a 4 images qui sont, d'après les études, les critères qui jouent beaucoup sur la santé mentale. Vous me dites en quoi cette thématique a pu jouer sur votre santé mentale ou votre bien-être. C'est une simple image, vous allez voir, je ne vous dis pas de quoi ça parle. Vous dites la première chose qui vous vient. Est-ce que ceci joue justement ou a pu jouer dans votre vie sur votre santé mentale? Non. En rien, ça vous a changé? Évidemment que ça m'a changé. Le fait de gagner de l'argent, le fait d'avoir un bon salaire, et ensuite d'avoir pris des risques, et que ces risques étaient... Bien sûr, ça m'a changé. Ça m'a retiré des soucis. D'accord. Je n'ai plus les soucis que l'on a, mais pendant des années. Pendant des années, je comptais ce que je devais dépenser. J'avais mon budget, j'avais mon petit carnet, et je mettais mon salaire et puis mes dépenses. Et j'avais appris de mon grand-père que si je recevais 100, je ne devais pas dépenser plus que 95. Ouais. Et c'est tout. Mais en rien, l'argent vous a rendu... Donc, oui, évidemment, je peux m'acheter un tableau, je peux faire un voyage sans me soucier. Bien sûr, je ne vais pas vous mentir, mais quand j'en avais pas, j'étais tout aussi heureux. Et c'est bon, c'est vrai que ça compte. Mais ce n'est pas ça qui fait un homme. Et l'homme qui court après l'argent, il n'est pas très intéressant. Deuxième image, est-ce que cela a compté pour votre santé mentale ou votre bien-être? Ah oui. Ah, de quelle manière? Ah, écoutez, moi j'adore ma famille, j'espère être un bon père, j'espère être un bon mari, j'espère être un bon grand-père. Ma famille compte énormément pour moi. Voilà. Troisième image, alors image un peu tabou, mais ça touche tellement notre jeune génération. Il y a un mélange de plusieurs substances. Ah, jamais touché. Jamais. Jamais. Moi, la question que je viens de demander, je me doutais de votre réponse. Est-ce que ça a pu jouer sur la santé mentale de certains collaborateurs? Pas seulement collaborateurs, bien sûr, évidemment. Je veux dire que j'ai jamais touché, donc j'ai aucun mérite. Et je ne connais pas cette expérience-là, et je n'ai aucune envie, et je n'ai jamais été tenté. Et bon, il est arrivé dans des réceptions ou dans des choses où
on me tente, mais ça ne m'a pas intéressé. Donc non. Et je ne me suis pas senti diminué en refusant. Et je comprends que quand on a essayé, et après, c'est un processus, et c'est un processus qui vous ronge le cerveau. Et donc, nécessairement, quand vous commencez à toucher à ces choses-là, vous brûlez une partie de votre cerveau, et c'est normal que vous soyez mal. Tout à fait. C'est normal. Tout à fait. Et la dernière image, donc on a appris que vous étiez papa, c'est celle-ci. L'amour. En quoi ça peut jouer sur le bien-être? Les relations affectives, quelles qu'elles soient, que ce soit l'amour entre deux êtres, l'amour dans une famille, et les relations affectives sont très importantes. Ou les relations affectives dans un environnement professionnel, c'est très important. Et il ne faut pas avoir honte et être gêné d'aimer. Je veux dire, il fut un temps où on n'osait pas dire je t'aime. Mais je trouve que aimer est une très belle chose et c'est une chance. Ouais. Vous avez eu du mal, vous, à dire je t'aime au début? Parce que c'est une galère pour les jeunes, hein. C'est compliqué. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à dire je t'aime, oui. C'est délicat. Ouais. Monsieur Lévy, il nous reste un petit quart d'heure. Je vais me concentrer sur des questions qui, moi, me tiennent à cœur. Et après, il y aura un petit jeu pour terminer qui va durer 30 petites secondes. Vous avez travaillé de nombreuses années dans le milieu de la publicité. Si demain, alors c'est une question un peu délicate, si demain, il devait y avoir une seule publicité à la télé ou sur les réseaux sociaux qui justement sensibilise un max de jeunes à parler de santé mentale, comment vous la verriez? Ça, c'est le piège. C'est le piège parce que chaque fois qu'on me demande, c'est de faire un exercice sur un produit qui n'existe pas ou sur une situation, etc. Mais là, comme toujours, il y a deux axes. Il y a l'axe problème, l'axe solution. L'axe problème, c'est on montre la souffrance et puis on propose une réponse. L'axe solution, on ignore la souffrance et on montre des gens qui gambadent, etc., qui marchent le long de la plage, qui sont bien, etc. Moi, j'aimerais que les gens dépassent la question de la santé mentale. Parce que il faut prendre le problème de santé mentale très au sérieux. Il y a les petits mots, MAUX, et il y a les grands mots. Et quand on met des mots importants, MOTS, sur des petits mots, MAUX, comme santé mentale, et que les gens ont l'impression que leur santé mentale ne va pas, à ce moment-là, je me demande si on ne fait pas partie de la création du problème. Et donc, mais j'ai peut-être tort, je veux dire que c'est très difficile. C'est très difficile parce que, n'ayant jamais été soumis à ce genre de problème, j'ai peut-être eu une vision déformée de ce que le problème représente. Donc je veux être très prudent et je ne veux jeter le blâme à personne, y compris sur ceux qui ont des petits mots et qui mettent des grands mots derrière. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue quand même, parce que vous me dites que voilà, vous n'avez jamais vécu une grosse galère psychologique. Le média, moi, je l'ai créé par rapport au deuil de mon papa, quand j'avais 18 ans. Et le deuil, c'est une question à chaque fois qui revient. Est-ce qu'il y a un deuil quand même qui vous a affecté dans votre vie? J'ai perdu mes parents. J'ai vécu des moments très difficiles. Très difficiles. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des êtres chers. J'ai vécu des moments difficiles. Je ne peux pas dire le contraire.
Je n'ai pas dit que je n'ai pas vécu de moments difficiles. J'ai dit que je n'ai pas eu de déprime. Ouais. Je n'ai pas eu de déprime et que je les ai tous surmontés. J'ai connu des moments très difficiles avec des clients qui m'ont maltraité, qui ont maltraité l'agence. Il y a des moments où j'ai failli perdre des clients très importants pour la vie de l'agence. Au lieu d'avoir de la déprime, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai eu des angoisses, mais je n'ai pas eu de déprime. C'est ça. Alors des angoisses, oui, j'en ai eu. J'ai eu des moments où je n'ai pas dormi la nuit. Mais j'ai trouvé la ressource en moi pour aller au combat. Je suis absolument pas exceptionnel. Absolument pas. J'ai vécu des moments très difficiles. Vous n'avez pas, j'ai 82 ans. Vous n'avez pas une vie d'un homme de 82 ans sans connaître des hauts et des bas. J'ai connu des moments très pénibles. Je les ai surmontés. Je n'ai pas eu de déprime à ce moment-là. J'ai eu de la peine, j'ai eu des souffrances, mais pas de déprime. Mais pour moi, c'est quand même très très fort ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, salarié ou entrepreneur, on prend une personne de 30 ans, ça y est, elle a une rupture amoureuse, elle va mettre sa carrière pro de côté. Il y en a beaucoup qui vivent très mal une déprime, une rupture amoureuse ou autre. C'est quoi le conseil qu'on peut donner à un jeune, justement, qui va vivre des grosses difficultés comme vous avez vécu, mais pour justement que ça n'impacte pas trop sa vie professionnelle? Vous savez, je ne sais pas si le conseil est quelque chose que les gens sont prêts à entendre. Il y a quelqu'un qui un jour m'a dit l'expérience c'est le nom que l'on donne à ses erreurs. Et donc les gens ne profitent jamais de l'expérience des autres et le plus souvent ils ne profitent que de leur propre expérience. Moi je pense qu'il faut apprendre à se connaître soi-même, à connaître ses forces, ses faiblesses, à savoir surmonter ses faiblesses et à savoir jouer sur ses forces. C'est tout. Je ne sais pas dire autre chose. J'entends. Moi, ça me convient très très bien. C'est toujours ce côté cash qui revient et qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Donc ça me convient très très bien. J'ai 2 dernières questions pour vous avant la conclusion. Il faut que je fasse un tri parce qu'il y en avait tellement, mais on n'a pas toute la matinée. Aujourd'hui, vous avez 82 ans, vous l'avez dit. Aujourd'hui, les jeunes, on a une peur, qu'on le dise ou non. Nous, les jeunes de notre génération, Monsieur Lévy, on a énormément peur du temps qui passe. Le taux de chirurgie esthétique a augmenté énormément, c'est pas pour rien. On a peur de la moindre cerne, de la moindre ride, et on a peur d'avoir des regrets. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez des regrets? Alors, en ce qui concerne les rides, etc., Vous êtes bien là, ça va. je vous conseille d'aller chez L'Oréal. Non, soyons sérieux. Je crois qu'il faut savoir vivre dans sa peau et dans son temps. Et s'adapter à sa peau et à son temps. C'est dur quand même de se dire, ouais, dans 30, 40 ans, 50 ans, peut-être que je serai plus là. Mais il ne faut pas vivre comme ça. Attendez, moi je me suis... Alors, je vais vous dire 2 choses qui sont un peu contradictoires, mais qui sont parfaitement vraies. La première, c'est que j'ai toujours eu l'impression d'être né vieux. J'étais plus vieux que mes copains, bien que j'étais plus jeune, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, d'abord j'étais le plus grand. À l'époque, 1m89, c'était très grand. Donc j'ai été très tôt très grand et en classe j'étais le plus jeune et le prof commençait par me dire « vous êtes le redoublant ». Après, il s'excusait, il disait « ah ». Bon. Mais donc, je n'ai jamais vécu en me disant « demain ». Et même
la carrière, je ne me suis jamais dit c'est quoi le prochain job, quel est le titre que je veux. Au contraire, ça ne m'a jamais intéressé. Jamais. Ce qui m'intéressait, c'était de faire et de prouver et d'apprendre. Et apprendre, et apprendre. Et on apprend tous les jours. Et on apprend plein de choses. Et c'est extraordinaire comme la vie nous permet d'apprendre. Donc, moi, les plans de carrière, qu'est-ce que je vais faire dans 30 ans, dans 20 ans, dans 10 ans? Demain, je peux mourir. Bon, bah, j'aurais vécu. Qu'est-ce que c'est que cette idée de s'angoisser pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Bah oui, mais on nous le met dans la tête au plus jeune âge, ça. Non. Quel métier tu veux faire plus tard? Oui, mais quel métier? Alors là, j'ai connu ça. Je voulais être chirurgien, j'ai jamais pu l'être. Bon, j'ai connu ça, c'est vrai, tout le monde a connu ça. Alors on vit jusqu'à l'âge de 6 ans ou 7 ans avec l'idée de quel métier on va faire plus tard. Après, ça change tous les ans. Ouais. Et après, on découvre, on dit tiens, je vais être pompier, puis après on va spationaute ou astronaute, ou on va être vétérinaire, je sais trop rien. À chaque fois, on change avec le temps. Donc pour vous, il ne faut pas se mettre la pression, il faut vivre vraiment pleinement l'expérience. Mais pourquoi s'emmerder à se dire dans 20 ans, je vais être quoi? Mais dans 20 ans, on s'en fout. Mais en même temps, il faut se préparer un peu. Si on se dit dans 20 ans, je vais faire ça, à ce moment-là, on ne vit pas le moment présent. Je suis d'accord. Et je comprends qu'on ait mal à la tête. Non, et on vit le moment présent et on garde un petit peu pour préparer l'avenir. Et le meilleur bagage qu'on peut avoir pour préparer l'avenir, c'est le savoir. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre, d'étudier, de découvrir, de s'enrichir mentalement, humainement, d'essayer de voir des choses nouvelles, différentes. Et Monsieur Lévy, moi j'ai une toute dernière question avant de clôturer avec le mini-jeu. Aujourd'hui, qu'on soit salarié, manager, directeur, peu importe, même entrepreneur, je pense qu'on a tous le pouvoir d'aider nos proches au niveau santé mentale, ceux qui vont vraiment mal. Est-ce qu'il y aurait une technique ou des choses qu'on peut mettre en place pour mieux détecter les gens qui souffrent de santé mentale? Et par exemple, aller donner un coup de main au travail. Alors, vous avez vu, je ne suis pas vraiment un spécialiste de la santé mentale et je ne suis certainement pas un spécialiste de la maladie mentale. Pourtant, je suis un des membres fondateurs de l'Institut du cerveau. Mais je reviens sur ça. Lorsque on travaille ensemble et lorsqu'on est un groupe, on sent les faiblesses des autres. Et quand on est une équipe, on compense les faiblesses et on aide. C'est pour ça que je vais vous donner encore un exemple qui va vous montrer à quel point je suis conservateur. Quand vous êtes sur des écrans et que vous travaillez en télétraitement, vous ne voyez pas les gens. Vous ne voyez pas s'ils sont bien, s'ils ne sont pas bien. Ça commence à l'heure, ça se termine à l'heure. Tout ça est encadré. Et quand je dis encadré, c'est dans un cadre, véritablement, qui est le cadre de l'écran. On ne sait pas s'il est pieds nus ou en caleçon. Et on a des bustes. Et on a une collection de bustes qui sont en réunion. Alors que dans la vie, on échange, on s'arrête, on prend un café, on discute, on va se laver les mains, on échange. Il y a la possibilité de dire « Oh putain, j'ai oublié de te dire un truc, il y a un truc génial que j'ai vu hier, tu devrais le voir, etc. » Et donc ce que j'appelais la civilisation de la parlotte, on l'a perdue. Et de ce fait, on ne sait pas. Yeah. Et donc, on ne se rend pas compte s'il est bien, s'il n'est pas bien, si on peut l'aider, pas l'aider. Et moi, je considère que la collectivité que représente l'entreprise et que représente l'équipe, elle est mise à mal, justement, par le fait que la technologie remplace
l'humanité. Quand la technologie aide l'humanité, c'est un bien. Quand elle remplace l'humanité, c'est un mal. Très belle phrase. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, la jeune génération, on préfère s'envoyer des vocaux de 4 minutes plutôt que d'aller boire un café avec un pote qu'on n'a pas vu depuis 4 ans. Donc ouais, c'est bien qu'on Ou conclue même là-dessus. avoir une conversation. Bien sûr. On préfère faire et poum, on clique au lieu de l'appeler, dire bon, t'es occupé, on se reparle tout à l'heure. Ouais, c'est dangereux. On se parle, Bien sûr. on échange, échanger. Monsieur- L'un parle à l'autre. C'est vrai. Monsieur Lévy, j'arrive à la conclusion. Alors, j'avais encore une vingtaine de questions. Je me suis dit, non, on va pas lui prendre toute la journée. Le résumé, c'est que j'ai préparé 10 petites questions. Oh, Mais pardon. il faut simplement répondre par oui, par non ou une phrase. D'accord. Interdiction de développer. D'accord. Interdiction de mentir. Pas de joker. Ok. Ça vous va? On termine On là-dessus? va essayer. Ça va? On va essayer. Ça va le faire. Je pense... Non, personne n'a utilisé de joker. Je l'ai fait une 50aine de fois. Tout le monde a répondu cash. Même Monsieur Hollande, on lui a fait il y a 6 mois. C'est très bien passé. On est prêt? On y va. Monsieur Lévy, c'est quoi le plus important pour vous? La carrière ou l'amour? L'amour. Est-ce que vous auriez pu tomber en burn-out lors de votre carrière? Ben, c'est pas arrivé. C'est quoi l'événement de votre vie qui vous a le plus changé? Ah, les choses de mes enfants. Sur combien d'amis à l'heure actuelle vous pouvez vraiment compter? Redites la question. Sur combien d'amis aujourd'hui vous pouvez vraiment compter? Je pense qu'il y a beaucoup d'amis qui peuvent compter sur moi. Et l'inverse? Ah, c'est ma réponse. Ça me convient. C'est quoi la chose dont vous êtes la plus fière ou le plus fier, pardon, aujourd'hui? Ah, c'est d'avoir vécu jusqu'à présent avec la même femme une histoire absolument magnifique et d'avoir fabriqué avec elle une famille magnifique. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Ah, le manque d'argent fait le malheur, l'argent contribue au bonheur et sans argent, je crois qu'il peut y avoir beaucoup de problèmes. Faut-il pardonner la trahison amicale? Oui, Et faut-il pardonner la tromperie amoureuse? oui, Est-ce que n'importe quel leader, grand leader, peut ressentir de l'anxiété? oui, Est-ce qu'un leader a le droit de pleurer? oui. Il devrait. C'est quoi un des meilleurs conseils que vous ayez reçus dans votre vie? Respecte l'autre. Et enfin, Monsieur Lévy, imaginons que là, il y a un écran géant. On fait un résumé de toute votre carrière, toute votre vie, en l'espace d'1 heure et demie. C'est un petit film au cinéma. Ce serait quoi le titre du film? Et après? Avec 3 petits points? Oui. J'aime beaucoup. Merci, Monsieur Lévy. Merci C'était à vous. Une belle conclusion. En tout cas, je pense que ça va inspirer beaucoup de jeunes. C'était une vision un peu très originale et très cash de la santé mentale. Et je suis très très heureux de vous avoir eu aujourd'hui. Est-ce que vous auriez un mot de la fin? Merci. Merci de cet échange et j'ai essayé effectivement d'être honnête et cash. Et merci de cette opportunité. Un grand merci à vous. Les amis, j'espère que vous avez pris note, j'espère que vous avez apprécié ce format. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle interview. Prenez soin de vous.